Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous Agora Flotte Automobile dans des conditions si particulières, celle du Covid-19 avec en plateau nos invités avec le masque bien sûr, tout se fait dans des conditions particulières. Vous pouvez nous voir sur vos ordinateurs, sur vos tablettes pour suivre ce débat qui va être très intéressant avec comme thème justement en plein dans l'actualité, quel impact observer dans un logiciel de gestion de flotte. Quel apport d'un tel outil face à la crise que nous traversons? Avec comme invité à ma droite Mathieu Échalier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur associé chez GAC Technologies. Vous allez nous raconter, nous dire l'impact de cette crise et de ce dernier confinement, on l'espère que ce soit le dernier, les enseignements que vous en tirez déjà et pourquoi pas les leçons pour l'avenir. En tout cas, votre expérience nous sera précieuse. Et puis, à ma gauche, Christophe Varin. Bonsoir. Bonjour Christophe. Alors, soyez pas stressés, ça va bien se passer. Je sais que vous êtes un peu anxieux, mais il n'y a aucun souci, on est entre nous. Vous êtes le responsable gestion de parc véhicules chez Bouygues Construction Matériel. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez nous raconter votre expérience directe, très concrète. Exactement. Alors, avant d'entamer le débat, d'aller au cœur du sujet, Mathieu Échalier, un petit mot, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Ouais. Donc, GAC Technologies est une société éditrice de logiciels. Nous développons un logiciel et nous focusons sur ce métier-là et uniquement ce métier-là. Logiciel d'agrégation de données et de tableaux de bord, de création de tableaux de bord, de monitoring, des fonctionnalités de commande de véhicules. Logiciel donc, qui a vocation à aider, à accompagner le gestionnaire, le directeur financier, le responsable RSE à obtenir les informations qu'il cherche en temps, en heure et de la meilleure façon possible. Alors, comment ça s'est passé ce deuxième confinement? La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça s'est passé avec vos clients? Est-ce que ça a vraiment changé les rapports, cette deuxième phase? Alors, la deuxième, je ne sais pas, je reviendrai peut-être sur la première, parce que la première a été assez brutale. On l'a tous vécu en ce soir du 17 mars. Et on a eu la première réaction a été des appels, a été des problématiques et des considérations côté GAC, de savoir si quelque chose allait changer dans le service que GAC offrait à ses clients et à ses utilisateurs. Et donc, on a eu des appels, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Est-ce que je peux accéder depuis la maison, etc. Donc déjà, on a eu tendance à rassurer tout le monde, puisque nativement, on a la chance d'avoir une technologie qui n'a pas besoin d'être au bureau, qui se consulte de n'importe où depuis Internet. Et qui n'a pas été impacté pendant le premier? Alors, qui n'a pas du tout été impacté, on avait plutôt bien anticipé. J'ai un super directeur technique et une bonne équipe sécurité, une bonne équipe performance. Et donc, du coup, il n'y a vraiment eu aucun changement au niveau du service délivré. Et ce n'est pas une pub que je fais, c'est juste un constat. Tout a bien fonctionné. La deuxième chose qui est assez rigolote à vous relater, c'est que dans la première semaine, celle du mois de mars, en fait, on a eu une chute pour moitié du nombre de pages vues. Donc la première semaine, nous, on a interprété ça en constatant que les gens s'organisaient. Les gens étaient coincés chez eux, ils n'avaient peut-être pas tous des ordinateurs, des façons de se connecter, etc. Donc de 36 000 pages vues, on est passé en fait à cette semaine-là à 16 000, je crois, pages vues. Et dès la semaine d'après, on est remonté à 30 000. Et donc, instantanément, tout le monde s'est mis au boulot, tout le monde s'est mis au boulot dans cette nouvelle organisation. Et depuis, on est toujours à nos 30-36 000 pages vues moins. Et donc, du coup, voilà, les gens se sont organisés, ont pu utiliser instantanément l'application et ce nouveau mode de travail. Alors ça, c'est le lien que vous avez avec les clients. Mais est-ce qu'ils vous ont demandé des choses différentes? Est-ce qu'ils ont eu est-ce qu'il y a un rapport qui était différent avec eux? Alors, la première chose qu'on nous a demandé, la chose, j'ai envie de dire, principale qui nous a été demandée, et d'ailleurs plus par des grands comptes, en fait, c'est un accompagnement dans la renégociation de leurs avenants, la prolongation de certains avenants. Et bien sûr, pas la prolongation à la main, puisque tous les gestionnaires qui utilisent notre logiciel savent le faire, mais bien sûr une prolongation en masse, en fait. Donc, beaucoup de nos clients se sont tournés vers leurs loueurs. On travaillait avec eux les contrats à prolonger, lesquels, dans quelle durée, et ils se sont tournés ensuite vers nous avec une fonctionnalité, en nous demandant une fonctionnalité ou un service, d'augmenter la durée en masse d'une liste d'immatriculation. Ça, c'était la principale demande. Oui, ça a été la principale demande. Après, très vite, ils nous ont demandé des petites fonctionnalités où est-ce qu'ils pouvaient trouver des outils pour monitorer les prises de carburant, pour monitorer les horaires de connexion des collaborateurs. Ça a été le tracas de quelques responsables.
Mais en fait, la plupart des fonctionnalités étaient déjà présentes. Il fallait juste leur rappeler où c'était. Vous évoquez le carburant, il y a eu un grand changement parce que les flottes ont moins roulé, Ouais. donc par définition, le budget carburant a foncièrement changé, Tout à fait. j'imagine. Ouais, donc ça, c'est assez rigolo. C'est un truc qui est assez intéressant à partager avec tous les membres de l'ARFA. En fait, on a pu analyser un petit peu nos chiffres avec effectivement un petit peu de retour en arrière. Et vous évoquiez le deuxième confinement. Mais en fait, là où nous, on a vu une vraie chute, c'est sur le premier confinement. Avec des chiffres assez drastiques. Hein. J'avais pris 3 notes, mais les consommations de carburant de mars versus février, une chute de moins 30%. D'avril versus février, moins 67%. Oui. Donc évidemment, tous nos véhicules étaient immobilisés, puis personne ne consommait, donc on est tombé à moins 67% en un mois et demi de la consommation. Et cette chute, en fait, on la retrouve dans tous nos graphes. Dans les graphes de maintenance, dans les graphes d'infraction, dans les graphes de... Oui, alors les infractions aussi, parce que du coup... Tout à fait, les infractions ont chuté du même ordre. Les infractions, on est à moins 66% en avril versus février. Juste un mot, Christophe Varin, chez Bouygues, vous constatez, je vois, vous vous dites OK, vous êtes d'accord avec... En fait, par rapport à ce que dit Mathieu, on constate exactement la même chose chez Bouygues. Nous, on a subi, pour revenir un petit peu aussi sur ce confinement, nous, on va dire qu'on a commencé le confinement bien plus tôt. Pourquoi ? On a eu une cyberattaque à partir du mois de janvier, fin janvier. Donc du coup, toute l'entreprise était bloquée, sauf nous, parce qu'on était en mode SaaS, donc avec GAC. Donc nous, nos collaborateurs, ont commencé déjà à bien comprendre le fonctionnement de GAC et pouvoir s'en servir. Deuxième effet... si je puis me permettre, il n'y a pas une période de chauffe, entre guillemets, comme l'expliquait, comme Mathieu l'expliquait. Exactement. Nous, en fait, donc du coup, avec malheureusement ce cas qui s'est passé, au niveau du premier confinement, nos équipes étaient déjà prêtes. Après, il y avait cette notion de télétravail ou de chômage partiel qui ont fait qu'il y avait des roulements. Mais sinon, par rapport aux chiffres que Mathieu était en train de donner, nous, on retrouve à peu près la même chose. Au niveau du carburant, on a une chute vertigineuse entre février et avril, où on descend à moins 80%. Moins 80% de prise de carburant. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et on a vu aussi une baisse des infractions qui a commencé, on va dire, comme on s'est arrêté mi-mars, entre guillemets, on voit vraiment une chute brutale entre la deuxième quinzaine de mars et après, bien sûr, sur avril et mai. Après, malheureusement, le fait que le confinement se termine, c'est remonté et on a eu un pic sur le mois de juillet où, en effet, je pense que les gens ont voulu rattraper ce qui était irrattrapable, mais on fait plus et donc, du coup, ont plus d'infractions. On a à peu près la même photographie sur le deuxième confinement. Alors, si vous n'avez pas encore pas du tout. En fait, pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui est assez incroyable à constater, effectivement, dans nos bases de données. En gros, tous nos graphes ont tous la même tête, c'est-à-dire il y a une énorme chute sur le mois d'avril, un point vraiment très bas, qui est très bien remonté au mois de juin. Et depuis le mois de juin, bien sûr, le mois d'août, mais ça c'est saisonnier, le mois d'août, il y a moins de roulage, il y a moins de péage, donc il y a également un petit pic. Mais en fait, j'ai repris pas mal de chiffres, que ce soit les commandes, que ce soit les sinistres, les maintenances, la consommation, le litrage consommé, on est à 25 millions de litres pour nos clients, 25 millions de litres consommés mensuellement, grosso modo, sur des mois nominaux. En janvier, en février, on était à 25 millions. On est donc descendu effectivement à 12 millions en avril. Et depuis le mois de juillet, on est revenu à 25 millions. Les infractions sont revenues au niveau de janvier-février. Les commandes sont revenues sur les moyennes de janvier-février. Et on ne voit pas d'inflexion. Alors, on n'a qu'un mois de recul, mais on ne voit pas vraiment d'inflexion. Elle est très, très légère. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au mois d'avril. Alors, est-ce qu'au niveau des demandes dans les entreprises, dans les flottes, est-ce que vous pensez que cet épisode va verdir la flotte? Est-ce que ça va accélérer? Est-ce que les flottes vont demander que le moteur soit plus écolo, quoi? Très clairement, je pense que, évidemment, cet épisode nous a tous... allez, je vais être un peu trivial, mais donner un petit coup de pied au cul, en fait, dans quelque chose qui était déjà en mouvement. Nous, on vous côtoie, on travaille avec vous depuis de nombreuses années. Au sein de l'ARFA, il y a souvent ces échanges. On voit bien les carpos étaient déjà orientés, effectivement, où on était nombreux à se poser la question de faire évoluer nos carpos ici. On a été chercher des chiffres, et donc il y a des chiffres vraiment éloquents, que je vous glisserai tout à l'heure, qui prouvent vraiment qu'il y a eu
une prise de conscience, plus qu'une prise de conscience, une prise d'action, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais tout le monde me comprendra, où les gens ont mis en action les modifications dans leur carte policy. On peut le dire maintenant. Oui, je vais vous glisser juste le chiffre. Un bon teaser, ouais, c'est bon, j'ai bien mis l'eau à la bouche. En fait, on a suivi le nombre d'introductions de véhicules divers dans une carte policy tous les mois versus le nombre d'introductions de véhicules dits à énergie fossile. Et en 2019, la moyenne, grosso modo, des véhicules dits propres était de 19%. Introduction de 19% en moyenne, 12% pardon, en moyenne sur 2019. En 2020, ce quota est monté à 26%. Donc on est à un véhicule sur 4 dit vert dans l'introduction de la carte policy. Et au mois d'octobre, ce taux était à 47%. On avait quasiment autant dans vos carpos, nos utilisateurs, dans leurs carpos, introduisez pour un véhicule dit à énergie fossile, introduisez un véhicule à énergie verte. Ça, c'est une vraie révolution quand même. C'est une vraie révolution et qui est tangible, qui se traduit par nos chiffres. Et la tendance, on a une courbe qui est juste magnifique, elle croît. C'est vraiment des choses qu'on ne peut pas remettre en cause et ce ne sont pas des paroles d'acheteurs, ce sont des choses qu'on constate dans les cartes policy de nos clients. On est sur l'hybride rechargeable, électrique, Exactement, on a mis dans ce qu'on considère vert sur de l'électrique et tous les hybrides, effectivement. Et puis en face, on a mis les diesels et les essences. Est-ce que c'est le cas, Christophe Varin, chez Bouygues, par exemple? Est-ce que ça a accéléré les choses? Alors, en effet, nous, on n'était pas parti en 2019. On n'avait qu'un véhicule électrique de disponible pour on va dire, une solution qui était de crédit mobilité. Depuis la carte policy sur 2020, nous avons introduit des véhicules hybrides rechargeables, mais également des véhicules électriques. Et on voit que, en effet, beaucoup de personnes, de collaborateurs, nous remercient et vont vraiment commencent à se poser la question au niveau de leur déplacement, savoir est-ce que j'ai réellement besoin d'un gros véhicule la semaine, en sachant que je fais que de la ville. Et est-ce que je ne pourrais pas être avec un véhicule électrique? Donc oui, on le voit. Mais ça, on en parlait déjà dans les Agora, notamment flotte automobile, on a beaucoup parlé de ça. Là, aujourd'hui, vous dites que finalement, ça s'est concrétisé. C'est-à-dire qu'on est passé du mode de l'intention vraiment à l'achat, quoi. Oui, en fait, c'est... Voilà, au départ, on se posait tous la question, on se dit oui, on va y aller. Et au final, on attendait que les autres aillent à notre place et voir comment ça se passe. Et aujourd'hui, il y a des commandes qui sont passées et les premiers véhicules en PHEV sont livrés sur nos collaborateurs. Donc il y a vraiment un changement qui s'est opéré. Alors, est-ce que c'est une demande de la part des collaborateurs ou c'est une demande de la direction qui dit qu'il faut absolument, pour des questions d'image, verdir notre parc, ou un peu des deux? Il y a, en fait, vous avez les deux. C'est une très bonne question, en fait. Vous avez une partie de la gouvernance qui dit, de toute façon, il faut aller verdir le parc. Il y a l'empreinte carbone et on voit la vision à 2030. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse apporter notre part sur ce sujet. Et on a beaucoup de collaborateurs qui travaillent dans la production durable, etc. Et donc, eux aussi avaient une demande auprès des RH de pouvoir avoir des véhicules électriques à disposition. Pourquoi je parlais utilitaire? Parce que on a commencé par les VP et on se pose maintenant la question sur les véhicules. On a pu installer des bornes pendant la crise ça, j'ai pas le chiffre, mais oui, évidemment, d'autres personnes pourraient vous le dire, mais le nombre de bornes augmente et les engagements de réseau, j'en entendais encore un à la radio ce matin, sur 5000 pour l'année prochaine, sont assez forts. Et en fait, je pense que toute cette mouvance, et quand on voit qu'effectivement, on parlait encore une fois de 12% en 2019, c'est un véhicule sur 10, ça fait quand même pas beaucoup, à un véhicule sur 2. Nécessairement, les bornes vont devoir arriver. Alors, soit dans nos entreprises, dans nos garages, mais également sur la route et également un peu partout. Alors, dans l'intitulé du thème d'aujourd'hui, il y a l'apport de votre outil face à la crise. En quoi il a été judicieux, ou pas d'ailleurs, mais en quoi il a fonctionné pendant cette crise? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, on a eu des petites demandes sur, au fait, où est-ce que je peux retrouver mon empreinte carbone, ce qu'on évoquait. On a quand même oublié, mais l'année 2020 était quand même l'année d'activation du WLTP.
Donc ouais, tout à fait. Ça a été un tracas, mais juste phénoménal pour chacun d'entre nous, pour calculer la TVS qui change en fonction des galeries, en fonction de la peinture du véhicule. Vous imaginez, donc sans un logiciel, et on a bien vu l'État qui a reboussé pendant 18 mois. Donc ce genre de service était complètement indispensable pour couvrir ce genre de nouvelles normes. Je vous dis, on a introduit des petits indicateurs sur des empreintes carbone, des choses qui nous étaient passées, qu'on n'avait pas vraiment repérées. On est en train de finir la conception d'un module de gestion de vélo. On a eu des demandes sur des extensions de suivi de CO2 sur des poids lourds. On a eu un très gros et très beau chantier de covoiturage, de module de covoiturage, pour inciter en fait les collaborateurs. Alors il s'avère que c'est dans l'administration publique, c'est eux qui ont poussé le développement de ce module, mais on en parle avec beaucoup de nos clients qui sont demandeurs. Beaucoup raisonnent sur un parc partagé. Mais alors, est-ce que ça ne s'est pas un peu arrêté là? Parce que du coup, avec la Covid, les gens ont un peu peur. On voit que le covoiturage s'est quand même calmé. Est-ce que dans les entreprises, est-ce que dans vos clients, vous sentez qu'il y a... Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on voit quelques acteurs qui font gonfler leur parc de covoiturés et qui diminuent du coup le parc alloué. Donc globalement, on le suit dans les statistiques de nos clients, les parcs globaux diminuent. Après, au niveau de l'usage, je n'ai pas regardé l'usage. Pour en discuter avec quelques-uns d'entre eux, ça démarre tout doucement. Vous savez très bien, chacun d'entre nous, on sait qu'on préfère posséder son véhicule, aller dans un véhicule qui est partagé. Il faut qu'il y ait une incitation forte. Il faut qu'il y ait une obligation. Il faut qu'il y ait des retraits de véhicules qui soient alloués. Donc, le retour d'expérience que j'ai pu avoir avec un de mes grands comptes, c'est un programme de change management, c'est un accompagnement des conducteurs sur plusieurs années. Donc là, le logiciel permet des fonctionnalités. On permet à nos conducteurs qui émettent le souhait de prendre un véhicule partagé de repérer si dans la base de données, quelqu'un ne fait pas le même trajet, à la même heure et à des choses similaires. Et on lui propose à ce moment-là de covoiturer. Vous voyez, c'est de l'incitation au covoiturage. Si à la fin, il n'y a personne qui fait le trajet demandé, à ce moment-là, on l'envoie sur un véhicule partagé. Donc, on donne les moyens. Après, le logiciel ne fera jamais tout. Il faut que l'humain bascule, il faut que l'humain soit incité. Christophe Varin, en quoi ce logiciel vous a pu vous aider là, pendant ces périodes ou en ce moment? En fait, nous, ça nous a permis pas mal de choses quand même auprès de mes équipes. Comme l'évoquait Mathieu, il y a eu une grosse campagne de de prolongation de véhicules. Le parc Bouygues représente un peu plus de 10 000 véhicules. Comprenez, lorsqu'on doit faire 10 000 modifications de contrat, c'est très difficile si je dois le faire à la main. Et donc, du coup, pendant cette période, on a pu analyser et, grâce à l'état de parc, donc ressortir avec les consommations carburant qui avaient été renseignées par les collaborateurs, faire une campagne de kilométrage pour avoir, du coup, un kilométrage à instant T qui nous a permis de pouvoir avoir un état de parc propre et demander auprès de nos loueurs des modifications de contrat. Donc on a pu faire cette opération et grâce au logiciel, on n'a pratiquement rien fait. Le fichier d'export est parti chez GAC et GAC l'a intégré directement dans notre base de données sans qu'on fasse quoi que ce soit limite. Donc oui, ça nous a aidés et ça nous aide au quotidien avec les collaborateurs pour leur suivi de livraison, pour leur passage de commande, parce que même pendant le confinement, vous savez, les collaborateurs voulaient quand même savoir, même si tout était fermé, voulaient savoir quand est-ce que leur véhicule allait arriver. Donc on a pu les accompagner, il y avait quand même des infractions, donc en effet, on était toujours sur le pied de guerre. Donc l'outil nous a vraiment aidé à continuer notre travail qui est de la gestion de parc au quotidien auprès de nos clients internes. Mathieu Echali, est-ce que justement vous avez changé des choses dans votre logiciel par rapport à ce que vous avez appris dans ces périodes? Alors, on est en train de... Alors, bon, il y a eu des choses qui ont évolué. Ouais, tout à fait. Il y a eu des belles évolutions sur l'appli mobile. On est en train de mettre en place pas mal de choses sur l'appli mobile pour être toujours au plus près du conducteur. Et il y a tout un pan qu'on est en train de développer et justement qui nous a été... on a été confirmé, enfin pendant la période, ça a été confirmé, une attente du client pour pouvoir se projeter, que ce soit en matière de transition énergétique ou en matière de sinistralité. En fait, les gens se sont posés, et ça tombe bien parce que nous, on avait amorcé ce projet, de pouvoir vous donner des chiffres, de pouvoir vous donner des conseils, de pouvoir vous donner des axes de référence, de pouvoir se comparer. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a donc 300 000 véhicules gérés dans notre base de données, un peu plus de 200 clients. Et donc, en fait, on est en train de développer tout un tas de modules
qui vont permettre de analyser, à chacun de nos clients, analyser et comprendre son parc de la façon la plus fine sur les 2 premiers use cases que je vous ai dit, la sinistralité d'une part, et puis la transition énergétique. Premier module, analyser. Deuxième module, me comparer par rapport à des parcs. On va choisir des parcs de même taille, des parcs dans le même secteur d'activité, des parcs de même typologie de marque. Donc, je vais pouvoir me comparer sur des durées, sur des sinistralités, sur des actions suite à un accompagnement. Et puis, identifier, bien sûr, dans ce deuxième axe, il y a toute l'identification pour la transition énergétique, bien sûr, de quels sont les véhicules qui peuvent switcher de mode. Et puis, la dernière, c'est la prédiction, le dernier pan qu'on voudrait rendre. Et là, c'est encore quelques années de travail. Mais on commence à avoir des petits modules. L'intelligence artificielle nous aide effectivement à prédire, à aider nos clients à prédire. Alors, par exemple, sur quoi? Justement, les évolutions fiscales, savoir quel va être l'impact. Il y a du boulot. L'évolution sur les prix carburants et donc l'impact sur le budget. Voilà, c'est des sujets qu'on a ouverts, qui sont loin d'être simples parce qu'ils sont au cœur d'une multitude de paramètres. Mais comme je vous l'ai dit, on constitue une équipe et un service autour de la data. Alors, vous parlez que le parc est en train de se verdir. Est-ce que, du coup, en termes d'entretien, tous vont faire des économies finalement? Parce que l'entretien, on dit que c'est 10, 15, 20% en moins que sur un véhicule thermique. Est-ce que ça, vous pouvez le prédire? Comment ça se passe avec votre... C'est ce qu'on aimerait effectivement réussir à faire. Alors, bien sûr, ce n'est pas nous qui allons le faire en réglant des paramètres. Hein. C'est encore une fois la puissance de l'intelligence artificielle qui va détecter, qui va travailler sur les données de nos clients, mais également des données qu'on achète à l'extérieur, des données qu'on consolide de données publiques. L'ensemble de ces données vont nous permettre de voir, tiens, tel parc qui est en avance par rapport aux autres, selon un déploiement d'un véhicule ou selon, au contraire, un autre qui est en retard, quelle est l'incidence sur sa sinistralité, sur sa transition énergétique. Donc, encore une fois, ce ne sera pas des ingénieurs de gars qui vont faire des réglages. Nous, on fait des algorithmes pour aider notre capacité d'intelligence artificielle à donner des axes. Christophe Varin, les véhicules pendant cette période et encore aujourd'hui sont quoi? Sont dans un garage, bougent pas? Comment ça se passe pour l'entretien des véhicules? Non, en fait, les véhicules ont toujours continué à circuler, même à part sur le premier confinement. Le deuxième confinement, on ne voit pas du tout de différence, en sachant que grâce aux distributeurs et aux constructeurs qui sont restés ouverts, il y avait quand même une possibilité de pouvoir, quand le véhicule le demande, parce que bien sûr c'est quand même le véhicule qui va demander, oui, il faut aller faire la révision, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, de pouvoir... Vos véhicules parlent chez Bouygues. Oui, on a la chance. On est très avancé. Non, mais en fait avec l'ordinateur de bord, le collaborateur est informé quand est-ce qu'il doit faire sa révision. Et donc, à partir de là, il a pu quand même aller faire des révisions lorsque c'était possible. Comme nos partenaires... Vous n'avez pas de retard ou des choses comme ça? Non, on n'a pas constaté du tout de retard. On a senti que les gens... alors, il faut savoir que nous, on les a accompagnés avec des communications à la fin du confinement pour leur dire... Faites attention, regardez, vos pneus, vous n'avez pas roulé pendant X temps, il faut aller les gonfler, vos essuie-glaces, regardez si vous n'avez pas un contrôle technique à faire, et est-ce qu'il n'y a pas un appoint d'huile. Voilà, donc on les a accompagnés, et je touche du bois, aujourd'hui, je n'ai pas eu de casse moteur, entre guillemets, ou de problème de frein, qu'une personne ait perdu ses freins parce qu'il n'avait pas fait sa révision. Est-ce que vous avez des questions concernant justement la non-utilisation d'automobile? C'est d'ailleurs de dire que finalement, on a pu un peu s'en passer pendant le confinement. Est-ce qu'on ne réfléchirait pas à d'autres modes de transport? Oui, clairement. On avait quelques demandes, mais qui étaient vraiment éparses ou anecdotiques sur le crédit mobilité. Ces demandes, je ne vous dis pas que ça devient légion, mais oui, il y en a plus. Le fameux module de vélo, en fait, vient de plusieurs de nos clients qui nous disent on a quelques vélos. Après, je vais être tout à fait honnête, moi je tiens souvent ce discours et je veux bien le tenir au sein de l'ARFA. Pour moi, ce sont des petits gadgets, ce sont des petites choses. Bien sûr, il faut avoir ces alternatives, il faut pouvoir répondre, il faut qu'un logiciel puisse répondre. Mais grosso modo, 90% d'entre nous, on aura tous besoin de véhicules, selon différents modes, on peut les partager, etc.
Ils peuvent avoir des énergies différentes. Mais voilà, ne nous fourvoyons pas, en tout cas nous, en tant qu'éditeur logiciel, le service qu'on nous demande, c'est de vous aider à gérer 10 000, 200, 3 000 véhicules, les commandes, les livraisons, les entretiens, d'avoir du monitoring, d'avoir du reporting. Qu'est-ce que vous retenez de cette crise? Vous, en tant que professionnel, est-ce que vous avez des enseignements que vous pouvez tirer de ce qui vient de se passer, ce qui se passe encore? Ouais. Moi, c'est très personnel, mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné au niveau de GAC et au niveau de nos clients, et à mon avis au niveau de l'ARFA, pour en avoir discuté avec quelques amis, c'est cette rapidité d'adaptation de la semaine du 17 mars. Tout le monde a basculé dans un mode qu'on ne connaissait pas, dans un mode de travail, et ça s'est bien passé. Je vous ai dit tout à l'heure, mais les 36 000 pages qui sont descendues à 16 000 et qui, la semaine d'après, sont remontées à 30 000. Voilà, mais c'est une analyse personnelle. L'analyse plus professionnelle, elle est sur cette fameuse bascule. Quand je constate les chiffres que je vous ai glissés avec, au mois d'octobre, autant d'introductions de véhicules à énergie fossile que des véhicules verts dans les carpos, moi, j'applaudis. Je dis, ça y est, on gagne une partie de la bataille. Oui, ça va. Non, moi, je rejoins Mathieu totalement sur ce qu'il vient de dire. Nous, ça nous a permis aussi, ce confinement, de pouvoir réfléchir à après. On parlait de véhicules électriques thermiques, la loi LOM qui arrive en 2021, 2022, le début 2022, et on a pu prendre un peu de recul pendant cette période pour se dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour verdir notre parc. Et ça nous a permis d'apporter pas mal d'expertise, d'expérience de chacun, de se réunir à des ateliers, même si on n'était pas en présentiel, pour avancer et pour être prêt à pouvoir apporter une solution, on va dire, verte à nos collaborateurs. Donc c'était une très bonne chose. Quel est le conseil que vous donnez le plus? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus là aujourd'hui? On a parlé du premier confinement. Là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est revenu à la normale? Vous avez des questions qui reviennent assez souvent? Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand les questions qui reviennent, c'est les gens. Alors, je vais vous parler en tant qu'éditeur logiciel. Ont compris que le logiciel, c'était pas que une boîte pour faire plaisir aux gestionnaires, hein, parce qu'il avait demandé son logiciel depuis 3 ans et voilà pour qu'il foute Excel à la poubelle. Les gens ont compris qu'en fait, des outils comme les nôtres pouvaient consolider pas mal de données et pouvaient, au final, avoir un bon retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on peut faire ces analyses d'empreinte carbone qui évoluent, ces analyses de carpo qui évoluent dans le temps. Les chiffres que je vous ai donnés, nos clients sont à même de les sortir eux-mêmes. Donc, j'ai beaucoup de clients au sein de l'ARFA. Les autres membres de l'ARFA, qui sont soit pas clients chez moi, soit pas clients d'un de mes confrères, c'est allez-y, il faut s'équiper d'un logiciel. Je crois que la preuve vient d'en être faite. C'est pas juste pour faire plaisir à un gestionnaire. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous imaginez que le parc qui va être vert, est-ce que ça va prendre plusieurs années ou ça va aller extrêmement vite, d'après ce que vous ressentez, d'après ce que vous voyez? Je pense qu'il y a eu un bon coup d'accélérateur, encore une fois, grâce à ce super virus là qui nous aura tous fait du bien de ce point de vue-là, en plus d'avoir éclairci nos ciels. Mais depuis 13 ans que je traîne mes basques dans ce secteur-là, je constate quand même qu'il y a une sacrée inertie. Encore une fois, vous retirerez difficilement 4 roues à un châssis, vous retirerez difficilement une source d'énergie. Donc ma réponse, c'est ça va quand même continuer à prendre du temps. Oui, chez Bouygues également. Oui. Ça va extrêmement vite ou... Alors là, ça s'est accéléré, mais ça va quand même prendre du temps. Mais alors, vous parlez que des aspects positifs. Est-ce qu'il y a des aspects négatifs? Parce que est-ce que c'est plus compliqué à gérer? Est-ce que c'est plus difficile? Ce qui est plus compliqué à gérer, je pense, c'est pas le véhicule en lui-même, mais c'est les infrastructures et les recharges. C'est là où on se pose tous la question. On va avoir beaucoup de véhicules électriques électrifiés dans nos parcs. Et à un moment donné, on va se poser la question, mais où je me charge? Ah ben, j'ai plus de bornes de disponibles, comment je vais faire? Donc même si l'État a annoncé 100 000 bornes supplémentaires en 2021, en fin 2022, 2021, voilà. Ouais. On attend de voir. Aujourd'hui, on voit que Total a remporté la gestion des bornes Autolib sur Paris, mais on attend plus de ces opérateurs. Je vous coupe parce que vous n'êtes pas un peu inquiet de toute la... Entre guillemets, parce que la polémique est un peu enflée, mais on va dire que tous les professionnels le savent déjà. Pour les hybrides rechargeables, ou dans le cadre du boulot, souvent, on ne le recharge pas parce qu'on sait qu'on a une autonomie et que finalement, ça consomme plus, que ça peut davantage polluer. Est-ce que ça, il y a un travail qui va être fait dans
au sein de vos entreprises? Comment ça va se passer? Oui, alors nous, on a déjà commencé. En fait, on a identifié déjà une population de collaborateurs qui peut bénéficier. Alors déjà, ce sont des véhicules d'une gamme assez importante. On peut, nous, étant franco-français, nous avons des véhicules qui peuvent être assez chers. Donc, on va toucher une population déjà un peu, on va dire, premium. Et après, on va les accompagner. Quand on dit ça, on les accompagne, on regarde leur loi de roulage et on leur fait signer une charte qui respecte certaines conditions qu'on a étudiées et qu'on a analysées pour le groupe, pour qu'ils puissent rouler, on va dire, 5 jours sur 7, soyons si optimistes, 5 jours sur 7 en 100% électrique, en se laissant le week-end en étant en thermique pour aller à la maison de campagne ou aller voir de la famille en région. Donc voilà. Un engagement de la part des collaborateurs. Exactement, voilà. En sachant que, vous savez, on a une filiale Bouygues Energies & Services qui monte des bornes et donc nous, on a avancé sur notre site principal à Saint-Quentin. On va faire poser 200 bornes avant le 31 décembre de cette année. Donc on avance, mais ça va prendre un peu de temps pour que toutes les catégories de véhicules puissent avoir son véhicule, son hybride rechargeable. Renault commence par le bas, Peugeot a commencé par le haut. À un moment donné, il faut qu'on puisse avoir une catégorie de véhicules pour chacun. Voilà. Mathieu Chalier, on va conclure parce que malheureusement le temps tourne. Est-ce que vous êtes prêts, si malheureusement, on ne l'espère évidemment pas, il y a une troisième vague et il y a une autre période de confinement, est-ce que vos outils sont prêts? Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que finalement c'est d'une certaine façon assez bien huilé? Oui, je pense que on a été pris par surprise au mois de mars. Là, force est de constater qu'on s'est tous, en tout cas au niveau de notre entreprise et de nos services, on a vécu la deuxième vague et le deuxième confinement de façon plus facile, moins surprenante. S'il devait y en avoir une troisième, je pense que ça irait aussi très très bien. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui se télétravaille très facilement et voilà. Donc, et après le service qu'on offre, on l'offre à distance. Donc, c'est des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles il faut qu'on continue les efforts qu'on a menés ces derniers mois. Donc, oui, je pense qu'on est bien lancé. Mais j'en veux pas de troisième confinement. Non, personne n'en veut. Messieurs, merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous pour l'Agora Flotte Automobile, par le même canal, par le même biais, vous pouvez toujours nous regarder. Ça sera le 15 décembre, avec comme invité notamment EDF et Renault. Alors, un vaste sujet, c'est la fiscalité 2021. Là, je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Merci et bonne soirée.